Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 157. 157, Ben. Un gros épisode? Un petit épisode, je pense. Il y a des bons C'est films, un mais un petit petit épisode. épisode cette semaine quand même. Ouais. Mais des bons films, Mais moi de j'aime très bon belles Kubrick. choses. Oui, c'est ça. Puis avant de commencer, je veux juste plugger, c'est pas sorti encore, mais le 16 juin, mettez ça à votre agenda, c'est Bonheur d'occasion de Claude Fournier à Cinémasca. Je vais en reparler plus tard, mais que ça soit officiel, mais en tout cas, on Ça a va être plugué ça. écœurant. Ouais, parce que là, je travaille pour Cinémasca à cette heure, fait que c'est ça. Et on a Ah, réussi nouvelle à avoir job? ça. Ouais, c'est ça. Tu bien Ouais, payé ou... ils n'ont jamais On annoncé en parlera plus. pas de salaire ici, Ben. Ils n'ont pas annoncé rien encore, là. Ça va être annoncé un moment donné, mais en tout cas, c'est ça. Hmm. Ben, un très beau film. Je veux dire... Ben, c'est l'adaptation de Gabriel Roy. Fait que ok. j'ai pas vu le film. Fait que je sais pas, on verra. Ça risque d'être bon, j'imagine. Hmm. Quelle année? 83, je pense. Ouais, 83. Ok, j'étais pas né, Ben. moi non J'étais plus. pas né. Ok, ben si t'as plugué de quoi, je veux plugger de quoi moi aussi d'abord. Vas-y, plaque quelque chose. Film harmonique. Je suis allé voir l'hommage à John Williams. Recule, 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 Je suis allé voir recule. le film harmonique qui faisait hommage à John Williams à la Place des Arts. Ça va être Puis, super. pardon, Ça devait être super. c'était écœurant, pour vrai, très bel orchestre. En fait, pour vous mettre l'eau à la bouche, c'est une orchestre qui se promène à travers le monde, si j'ai bien compris. Puis, Mais c'est des j'imagine, ils s'en vont Québécois. peut-être pas à Madagascar, là, mais ils se promènent partout. Puis, tout ce qu'ils font, eux, c'est jouer de la musique de film. Donc, ça dit dans leur titre aussi, le film harmonique. Donc, là, c'est un hommage à John Williams. Puis, on connaît John Williams pour ses très beaux succès, que ce soit Star Wars, le grand classique, Harry Potter, qui a marqué les esprits de milliers de personnes sur la Terre. Ben, tu sais, comme toutes les plus grandes musiques de films qu'on pense puis qu'on se rappelle, c'est Ben, c'est c'est John ça. Williams, tu sais. C'est Jurassic Park, Indiana Jones, Jaws, E.T. Bon, là, vous allez dire, ben, Christy, c'est tous des films de Steven Spielberg. Oui, John Williams travaille souvent avec Steven Spielberg, mais effectivement, c'était. Il y a une panoplie il y a une panoplie de musique là, que John Williams a composée. Puis comme c'est Francis Chouanière qui était le maestro. Puis comme il nous a dit avant le spectacle, on a dû faire des choix difficiles parce qu'il y a un certain nombre de compositions qui peuvent jouer là, en 2 heures. Mais c'était toutes les meilleures, dans le fond. Puis je suis content, je suis content. Mais tu sais, Home Alone, c'est John Williams. Puis en plus, c'est nostalgique, ça ramène Noël un peu dans la place. Même si il fait chaud, puis on avait hâte à ça. Mais tu sais, ce qui est le fun avec Williams, c'est que c'est pas les mélodies les plus poussées musicalement, mais c'est tellement comme. Il trouve une recette gagnante qu'on se rappelle Oui. toujours, puis il y a toujours un son qui va revenir pareil, mais c'est toujours aussi bon, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, c'est qu'on reconnaît son style. Ouais. Tu sais, quand c'est du John Williams, on le reconnaît. Tu sais, il y a une petite étincelle dans nos yeux, dans notre tête, qui déclenche, puis tu te dis, Colin, c'est du John Williams. Puis c'est pour ça que c'est beau aussi, puis c'est pour ça que sa musique est rassembleuse, tu sais. Elle vient nous rassembler. Absolument. Tu sais, il y a peut-être la seule composition que j'ai pas reconnue dès qu'ils l'ont faite. Je le savais parce que le pamphlet disait c'était telle composition, mais c'est la liste de Schindler. La liste de Schindler est un Christie de numéro au violon, là, où est-ce que le premier violoniste a joué pendant, je pense, 7-8 minutes, là, tout seul. Ben, c'était incroyable, là, c'était beau. La liste de Schindler, c'est peut-être celle qui vient un peu moins comme, qui détonne un peu de l'orchestre en général, les compositions en général de John Williams. Mais c'est super beau. Absolument. Faut aimer les instruments avant, comme on dit. Ben, allez voir ça, là, il y a plusieurs autres soirs de spectacle là, à la Place des Arts. Allez voir ça. Allez voir ça! Ok, Tu veux-tu commencer cette semaine, Ben? je peux Je crois que commencer t'as un avec mon coup de cœur de la semaine, qui était. Je te dirais que c'est le premier grand film de Stanley Kubrick. Hmm. Un film de 1954. Moi, j'avais vu avant Fear and Desire, puis il y en a fait Ouais. quelques-uns aussi que j'ai pas vu. Mais Fear and Desire, c'était épouvantable, là, c'était vraiment pas bon. Puis après ça, en 54, il arrive avec Paths of Glory.
Puis là, tu vois la naissance d'un grand cinéaste à l'écran, puis c'est vraiment intéressant, parce que Ah tu ouais, vois des choses qui vont venir après ça dans d'autres films. Tu sais, le 54, c'est 5 ans avant Strange Love, ou ouais. 6 ans. Puis il y a beaucoup de choses. Tu sais, c'est le même humour politique qui va revenir dans ça. Tu as des choses qui reviennent de Full Metal Jacket aussi, où est-ce que, tu sais, c'est une critique de l'armée, puis genre la déshumanisation dans l'armée, des choses comme ça. Parce que Path of Glory, dans le fond, c'est un film d'une heure et... moins qu'une heure et demie, c'est genre 1h25. Ok. Ça se passe en 1916 en France pendant la Première Guerre mondiale. Puis je pense que c'est l'armée britannique qui sont là, puis ils se battent dans les tranchées. Puis là, c'est toute l'arrière-guerre, les dirigeants qui essaient de comme. C'est Kirk Douglas, hein, je pense. Un jeune, ben, jeune, il était peut-être pas si jeune que ça, mais en tout cas, il était plus jeune Ben, que ce qu'il avait Kirk à ce moment-là. Douglas, que peut-être 10 ans, ben, quelques années plus tard, joue Spartacus Ouais, c'est ça. dans Spartacus de Kubrick. Qui est décédé il n'y a pas si longtemps, genre 101 ans, que Pas Douglas, si fait que, tu sais. longtemps, c'est vrai, il est en chaise roulante aux Oscars il y a peut-être 2 3 ans. Ouais, c'est ça. Fait que, en 54, il jouait, il avait peut-être dans trentaine, quarantaine. Puis, Mais il y a une espèce de faciale, tu sais, un peu comme une statue de ouais, statue grecque, là, tu sais, c'est avec vrai. son espèce de trou dans le menton. Ouais, comme s'il est fait en plastique un peu, là. Oui, c'est ça, mais tu sais, il y a la gueule du Hollywood, tu Ouais, sais, d'or absolument. de ces années-là, tu sais, les années 50 60. Il y a cette Absolument. gueule-là. Puis c'est ça, ça se passe en 1916, c'est pendant la Première Guerre mondiale. Puis lui, dans le fond, c'est comme le général de Star. Ben, pas le général, mais c'est un commandant ou un caporal. Puis t'as comme des gens en haut qui donnent des ordres. Puis là, ils sont dans une tranchée. Il y a une fucking belle séquence de caméra où ils sont dans la tranchée, puis ils avancent, puis tout le monde en regarde dans la caméra, comme si c'était l'horreur qui s'en venait, là. C'est vraiment incroyable. Ouais. Puis là, t'as une commande d'en haut qui vient dans la tranchée pour dire, OK, il faut aller attaquer de l'autre bord, puis dans le No Man's Land, parce que les Allemands, faut les tuer. Fait que là, ils vont tous là. Puis ça se met à tomber des bombes, puis ils revirent de bord. Fait que là, le film devient un genre de procès de guerre à dire personne n'est allé, mais il y a comme 3 personnes ou 6 personnes qui sont accusées de trahison puis de traîtrise parce qu'ils n'ont pas obéi aux ordres. Fait Ils qu'ils se n'ont font pas mettre à fait ce que mort, tu sais. l'armée voulait. C'est ça. Puis fait que là, ils sont condamnés à mort. Puis c'est toute cette espèce d'ironie ou tu sais, de la satire politique derrière la guerre, puis C'est montrant que ça, tu sais, ils se battent pour nous autres, mais finalement, on va les tuer ben c'est ça parce qu'ils ont comme pas obéi puis parce ils n'ont qu'ils pas n'ont voulu se pas, faire c'est ça. tuer. Tu sais, ils ont voulu se sauver à la bout à la place, mais au final, il n'y a Encore personne des aujourd'hui, tu sais, il y a soldats. des gens qui payent de ça. Tu sais, c'est Ah, je quand pense même. sûrement. Bon, Sûrement. ils payent pas peut-être avec la mort, là. Mais je veux dire, tu sais, on entend souvent, tu sais, telle personne a été renvoyée de sa Ouais. job parce qu'elle n'a pas voulu faire la job. Bon, il y a tout plein de petits détails aussi, là, à l'interne, là, qu'on sait peut-être pas, mais tu sais, ça reste un sujet Oui. assez d'actualité, là. Dans le fond, la critique du film, c'est de dire que le pire crime que tu peux faire dans l'armée, c'est d'avoir de l'humanité. Puis quand tu as de l'humanité, ben, tu vas te faire punir parce que il n'y a, y a rien d'humain dans Ah, l'armée. c'est Puis bien dit. Ben, il y a c'est une fois, ça, tu tu sais, sais. la scène de fin est extraordinaire. Je veux pas spoiler, mais tu sais, c'est juste pour. Ça Ben, montre que. 54, tu sais, je veux dire. J'ai jamais vu le film, mais tu sais, t'aurais le droit, là. Ben, je veux pas spoiler parce que moi, ça m'a fait de quoi la voir. Je trouve ça Ok. vraiment beau. Parce que tu sais, ça montre qu'on est tous pareils, peu importe. Tu sais, on se bat contre Ouais. nous, là, tu sais. On se bat contre nous-mêmes, même si c'est comme l'ennemi, mais c'est la même personne que nous autres, là, tu sais. Hmm. Puis c'est un peu ça, tu sais. Puis la direction artistique, c'est phénoménal. C'est, tu sais, dans les tranchées, les décors sont vraiment, vraiment beaux. La caméra est écœurante. Puis tu Kubrick, tu vois la naissance de quelque chose d'un génie devant la caméra. Puis tu sais, à partir de là, tous les films qu'il a fait, c'est à peu près juste des chefs-d'œuvre, là, tu sais. De Ouais. 54 à 99 ou Ah, c'est 98. clair. Ben, ça reste Kubrick, tu sais. Kubrick. C'est ça. J'ai jamais vu. Il y a certains. Ben, surtout ses premiers films, comme tu vois, Path of Glory. Il y a peut-être Barry Lyndon, un peu plus tard, qu'il a fait, que j'ai pas C'est vu. vraiment, vraiment. Je trouve qu'il y a des images qui vont ressembler à ça quand ils sont comme dans les palais Ouais. en France, où est-ce qu'ils parlent avec les générales et tout. Il y a des images qui faisaient penser un petit peu à Barry Lyndon. C'est sûr que Barry Lyndon, c'est des toiles quasiment à chaque plan, puis c'est Ouais. phénoménal, là, mais ça me rappelait ça un petit peu. Ben, c'est ça. Puis j'ai pas vu Fear of the Desire. Ça. Mais ça, c'est. Il est là sur Canopy, je pense, Fear and Desire, mais Ok. c'est intéressant pour voir la genèse, mais c'est pas bon. Il a Ok. fait The Killing aussi avant, puis il en a fait quelques-uns Ouais, il a que. fait quelques films, c'est ça que j'avais vu, là. Mais tu dis Path of Glory sur Prime Video. Ouais, Amazon Prime, ça vaut la peine. Je vous le conseille fortement. Tu sais, c'est un grand film, là. Ouais. Ben, J'ai surtout beaucoup si c'est aimé pas tout ça. long, tu sais, c'est comme. Parce que si j'ai du temps dans ma journée, je vais regarder ça. Ah, surtout Le temps, qu'habituellement, le temps, c'est quelque chose habituellement, un Kubrick, c'est genre 2h30, 3 heures généralement, là. Tu sais, c'est toujours long, mais fait que là, Ouais, ben, tu me ben, cours, c'est tout. j'ai été étonné parce que quand j'ai regardé sa filmographie, à un moment donné, j'ai regardé sa filmographie, puis, tu sais, ses premiers films sont tous comme vraiment courts. Puis là, comme t'as Spartacus qui arrive avec un 3h15, 3h30, là, t'es là, tabarouette, ok, Ouais. ça y tentait, puis après ça, ben, l'outil de l'espace, le kit. Euh, c'est Ice of Shot, là. Eyes Wide Shut. Ice White Shot.
C'était écœurant, ça aussi. C'était son dernier film. Dommage. Qu'il a jamais vu parce qu'il est décédé Oui, après le c'est montage, ça. je pense. Ouais. Mais au moins, il l'a fait, tu sais. Il a fait le montage, mais il est mort avant la sortie. Ouais, C'est dommage. dommage. Mais c'est quoi le meilleur film de Kubrick? Bonne question, honestique. Euh, moi, je pense que j'ai mis. Je me rappelle pas ce que j'ai mis dans ma liste de Kubrick, mais je pense que son meilleur film, j'ai mis Full Metal Jacket. Ok, moi j'allais plus loin. J'allais vraiment plus loin. Ouais. Mais je pense que j'ai mis Full Metal. Ben, moi, c'était plus la critique justement de la guerre dans Full Metal Jacket. Puis là, ça m'interpelle. Tu sais, tu me dis Path of Glory, qui a un peu joué aussi avec ce qui a été recherché dans Full Metal Jacket. Euh, ben, je sais que mes trois principaux, c'est. Il y a Full Metal Jacket, L'Odyssée de l'espace, puis Clockwork Orange. Mais il y a Ice White Shot aussi, il est proche, là, tu sais. Comme mes quatre prefs, là. Ben, tu sais, Après c'est ça, fou il y en a de. d'autres que j'ai vus par après, mais. Moi, ça va toujours rester 2001. Puis pour moi, 2001, c'est mon deuxième meilleur film de tous les temps. Après Oh, personne. OK. Ouais. Après C'est à personne. cause du singe au début. Non, juste parce que c'est phénoménal pour l'époque, puis encore aujourd'hui, c'est phénoménal. Puis c'est un film que C'est tu vas vrai. écouter à chaque fois, puis à chaque fois, il va être meilleur, puis tu vas voir des choses différentes, puis tu vas l'analyser différemment, puis tout Ben ça. oui. Je trouve que c'est un des plus grands films. Ben, c'est le deuxième plus grand film de tous les temps après Persona. Je vous le garantis. Ben, il faut le voir au moins une fois. C'est correct de pas l'aimer, c'est un vieux film, on comprend, mais c'est pour vrai, je suis d'accord avec toi, c'est un chef-d'œuvre, dans le sens que tu regardes un film, puis on te dit c'est un chef-d'œuvre, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Ça ou Le Parrain. Mais c'est comme, je veux dire, t'as des chefs-d'œuvre qui. Je ne sais pas si aujourd'hui tu peux trouver d'autres chefs-d'œuvre. Dans le sens que les chefs-d'œuvre, c'est souvent des vieux films, à une certaine époque. Ben, Aujourd'hui, il on va en peut-tu avoir. trouver de nouveaux chefs-d'œuvre? C'est ça ma question. Absolument, absolument. Je pense que oui, mais tu Faut, sais, il justement, faut trouver de nouveaux l'exercice. chefs-d'œuvre. Tu sais, l'exercice de Mediafilm, c'est que quand le film sort, le plus tôt qu'il peut être, c'est le côté 2. Puis 20 ans plus tard, ils vont réviser les films côté 2, savoir est-ce qu'il y en a là-dedans qui méritent d'être côté un chef-d'œuvre. Tu sais. Fait que est-ce que le Ouais, film ouais. a passé l'épreuve du temps? Tu sais. Puis il va en Non, c'est avoir. ça. Tu sais, tu sais, moi, je pense à Portrait de la jeune fille en feu. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre qui va être côté un éventuellement. Il y Mhm. en a plein. Là. Tu sais, Moonlight, ça va être un film côté un pour moi. Je sais pas. Tu sais. Ouais, ok. Il y en a plein. Ben, on le sait. Ben, tu sais, c'est ça, je me dis, on va le savoir dans 10, 20, 30 ans. Tu Ouais. sais, est-ce que ces films-là, comme tu dis, ont été comme sacrés meilleurs films, tu sais, intemporels, chefs-d'œuvre, etc. Tu sais, 2001, l'outil de l'espace, quand c'est sorti, c'était déjà un chef-d'œuvre. J'aurais aimé ça être là, tu sais. C'est une bonne question. Je sais pas s'il a été bien reçu. J'imagine que oui, Je mais pense que c'est oui. Tu sais, assez ça bizarre, restait par du exemple. Kubrick, c'était pas son premier film. Son deuxième film après Non, il a fait Doctor Strangelove, Mais gars, 68, c'est 2001. Il a fait Path of Glory, Doctor Strangelove, 54. Spartacus, Lolita. Ouais, Spartacus 60, 60, je Je pense. pense 60. après ça, c'était 2001, après Lolita. Lolita. Lolita, c'est très bon aussi. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Très, très bon. Ouais. Moi aussi, ça fait longtemps. Mais c'était court, ça aussi, hein. Une Ouais. heure, 1h20, je pense. Je sais pas. Je sais pas. Même pas. Je sais pas. OK, Pass of Glory. En tout cas, checkez ça, Fait que ça vaut la peine sur Amazon Prime, hein. c'est clair. Puis là, bientôt, ben, tu sais, on parle des vieux de la vieille. On parle des réalisateurs qui font des chefs-d'œuvre. Francis Ford Coppola, Megalopolis. Ou As-tu vu les critiques Megapolis. Megalopolis? Megalopolis, As-tu c'est vu ça. les critiques un petit peu? J'ai un peu patogé, mais j'aime pas ça. Tu sais, aller voir des critiques avant d'aller voir le film. J'essaie de me faire toujours l'idée de. Mais c'est mitigé à date. Ben, j'ai vu que Marc Cassivi a détruit, dans la presse, il a détruit le film. Puis Et après ça, j'ai été lire la je chronique me de fie Mathieu. jamais à la presse. Je me fie Ben, jamais à Marc la presse. Cassivi, ben, je suis pas Je sûr le de connais ce qu'il pas. dit tout le temps, là, mais en tout cas, il fait penser à Antoine un peu, Marc Cassivi. Ah, Mais Hent! On le salue. bon, salut, Anne. Mais c'est ça, lui, il a détruit le film. Puis après ça, j'ai été lire la critique de Mathieu Ligoyette dans Panorama Cinéma. Puis lui, il a envoyé une flèche à Marc Cassivi en disant que c'est pas le char d'accident, l'accident de char romain qu'il a dit. Puis Marc Cassivi était allergique à la prise de risque, ou des affaires comme ça. Je trouve ça drôle. Tu sais, lui, il a quand même aimé ça. Fait que Ben, tu sais, c'est parce que Francis Ford Coppola, il est quel âge? C'est dans les 90, me 85. semble. 85, 85? ouais. Pas si vieux, OK. Mais, tu sais, ben, pas si vieux, je veux dire. Oui, c'est un vieux, mais dans le sens que, tu sais, il y a des chefs-d'œuvre derrière la cravate, là. Tu sais, moi, je suis pas fan de toute Ouais, son ouais. œuvre. Ça Moi, fait je suis fan longtemps, du là. parrain. De Godfather, pour moi, je suis fan.
Apocalypse Now, pas du tout. Tu vois, moi, ça m'a jamais comme interpellé Apocalypse Now, puis pourtant, c'est le genre de film qui me fait triper, tu sais, sur la guerre, dans un suspense, mais on dirait qu'il y a comme trop de brouhaha autour du scénario qui me fait chier un peu, désolé du terme, mais je me dis, ce vieux de la vieille-là sort un film à notre époque, un peu comme Martin Scorsese, puis là, c'est sûr qu'il y a deux clans qui se font. T'as les adorateurs de Francis Ford Coppola qui vont aimer, peu importe si le film est bon ou pas, ils vont l'aimer parce que c'est Francis Ford Coppola. Puis t'as l'autre tranchée, souvent des plus jeunes d'aujourd'hui, qui vont dire ah, c'est un vieux, il comprend pas l'époque dans laquelle on vit, puis ses films, il est comme encore dans l'ancienne époque, fait que ça marche pas. Là, j'ai pas vu Megalopolis encore, mais j'aimerais ça savoir, est-ce qu'il a essayé d'aller chercher justement l'essence de la société d'aujourd'hui, du monde dans lequel on vit aujourd'hui pour le mettre dans ce film-là? C'est ça que je J'imagine que t'intéresse oui. à Je voir. pense que oui, là. Mais je pense que, tu sais, Apocalypse Now, c'est un tournage qui a été apocalyptique, puis qu'il y a des gens qui ont fait y crever sur le set, genre Pas le Martin jeu de Sheen qui a fait mots. une crise cardiaque très jeune, tu sais. Puis, Oui. Ben, tu sais, Marlon Brando aussi, qui était pas travaillable avec, ça a l'air, là. Fait ouais, que... puis je pense qu'il demandait genre 1 million par semaine, puis il savait pas ses textes, puis tout ça. Mais Non, non, c'est ça. Megalopolis, il paraît que c'était l'enfer de tournage aussi, parce que Francis Ford Coppola, il faisait juste être dans son bureau et fumer du pot tout le temps, à la place d'aller tourner ses scènes. Là, c'était comme, c'est quoi ça? Classique. Ouais. Classique cinéma. Fait que, c'est Mais, ça. mais j'ai bien hâte de voir quand même. Je suis très curieux. Ben, moi, mes attentes sont moyennes. Je trouve les OK. bandes annonces sont l'air fucking plates. Mais, Ben, ça a on l'air. verra. La façon dont ils vendent le film, c'est très blockbuster hollywoodien, là. Oh non, je pense pas. Ils ont dit que c'était quasiment expérimental, puis c'était pas commercialisable, là. Fait que je pense pas que ça va être Ben, moi, je blockbuster. trouve l'annonce. En tout cas, l'annonce que j'ai vue, je trouvais que ça ressemblait à un film de science-fiction par rapport au que dans le futur, on construit l'avenir Ah, et je pense tout. pas. Je pense pas. Avec tous les noms qui nous balancent. T'as une belle brochette de noms, Ouais. hein? Mais tu sais, Marc Cassivi, il disait que Dustin Hoffman, il a quasiment un rôle de figurant, là. Fait Ok. que je sais pas ce qu'il a fait, là, mais. Ok. Mais j'ai hâte de te parler de Dustin Hoffman. Mais tu sais, le J'ai film un n'a pas de bloc. distributeur. Le film n'a pas de distributeur encore parce qu'ils disent que c'est pas commercialisable. Fait que est-ce qu'ils vont l'acheter à Cannes Bizarre. ou s'il va scraper ses chances puis ça marchera pas, je sais Que pas, tu ça. sais. Mais tu sais, entre ça ou l'imaginarium du docteur Parnassus. Tu sais, je veux dire, l'imaginarium du docteur Parnassus, tu l'as-tu déjà vu? Non. Je sais même plus c'est qui a fait ça. Je pense C'est que pas Terry Gilliam? c'est Terry Gilliam qui a fait ça. En 2009. Un peu, je vais aller voir. C'est, tu sais, Heath Ledger, il a pas pu finir ce film-là parce qu'il est mort. Mais pour ça, ils l'ont remplacé avec Johnny Depp, Jude Law, puis Colin Firth. Pas Colin Firth, excusez, Colin Farrell, qui ont joué son personnage comme dans d'autres univers. C'est un peu bizarre. Mais ce film-là, il est flyé au bout, là. Il y a une très belle idée de départ. C'est Terry Gilliam, finalement? Ouais. OK. Mais tu sais, c'est l'univers de Terry Gilliam, justement. C'est comme c'est flyé et tout. Mais il y a tellement pas de route à suivre dans ce film-là. C'est tellement genre déjanté que tu te dis, Colin, c'est bizarre, tu sais. J'ai hâte de voir Megalopolis. Ça va-tu être ça? T'sais? Je suis curieux, c'est tout. On verra. Hey, lance-moi pas de flash! Wow, Ben, je suis juste curieux. Mais tu sais, à date, selon Marc Cassivi, il n'y a pas de gros coup de cœur à date, puis la brochette est assez faible. Fait qu'on verra. Mais il y a le film de Andrew Arnold qui est sorti hier, Bird, qui paraît que Ouais, c'est très bon. Puis t'as le film de Sean Baker demain, ça a l'air bon aussi, là, j'ai hâte de voir. Anora, je pense que ça s'appelle. j'ai bien aimé son dernier. Ouais. Ben, parfait. Ben, Paths of Glory, on regarde ça sur Prime Video. Stanley Kubrick. Oui. Francis Ford Coppola. Euh, J'y vais avec une nouveauté des dernières semaines qui est sortie sur Disney+, puis qui a terminé la semaine dernière. Je te parle, évidemment, je t'en ai déjà un peu parlé. Je t'ai titillé un peu le mollasson dans les trois premiers épisodes qui sont sortis en même temps. Mais je te parle de X-Men 97, qui est 10 épisodes, un épisode par semaine. Ça s'est fini la semaine passée. Pour vrai, Ben, j'ai été flabbergasté à la fin. J'ai trippé ma vie. Moi, je suis un grand fan de X-Men, tu le sais. C'est mon groupe de super-héros favori. Puis, bon, évidemment, j'ai grandi avec les films en live action. D'ailleurs, on est aujourd'hui, je vous lance un scoop, là, on est aujourd'hui le 20 mai. Les billets pour Deadpool and Wolverine sont maintenant en vente. Allez les acheter, c'est écœurant. Fait que, évidemment, je suis un fan des films en live action des années 2000, mais j'étais aussi avant tout un fan de la série animée des années 90.
Donc, la série animée qui a été faite principalement par Stan Lee puis Jack Kirby, qui écrivait déjà les, euh, les BD, les comics. Puis, tu sais, t'as toujours cette espèce d'image-là. Tu sais, moi, je les ai toutes, là, les séries animées des années 90. Puis, le dessin est tellement. Tu sais, c'est mauvais des fois, là, c'est vraiment comme embrouillé, tu vas pas trop, les couleurs marchent pas, puis tout. Mais c'est tellement comme la vibe, justement, des années 90, puis juste comme l'animation. Tu sais, quand on était jeune, on mangeait notre bol de céréales, on écoutait cette animation-là. Puis, tu sais, c'est beau. Tu sais, moi, j'aime ça. Je trouve ça beau, même si c'est laid. Tu sais, c'est quelque chose de beau. Tu sais, c'est comme un petit chiot que tu trouves dans la rue. Il est dégueulasse, le chiot. Il manque des bouts de poils, des dents, tu sais, que la gingivite, tout le kit. Mais tu le trouves beau parce que c'est un chien, tu sais. Mais tout ça pour dire que j'avais foi en la nouvelle reprise de X-Men. Mais en même temps, j'avais toujours une crainte. Tu sais. Je me dis, ah, Disney, hein? Disney+, surtout les séries sur Disney+, c'est jamais top-notch. Hein? On, en fait, je me fais jamais d'idées avant. Tu sais. Je me dis toujours, bon, ouais, jetez un coup d'œil, mais ça se pourrait que je déteste ça dès le premier épisode. Pour ne pas dire que j'ai détesté Obi-Wan direct dans le premier épisode, mais c'est un peu ça, tu sais. Fait que tout ce qui est Star Wars, super-héros, toute leur espèce de série qui ils veulent builder quelque chose, tu sais, c'est le build-up d'un univers surdimensionné, ben des fois, ils l'échappent en mot-à-dit. Puis là, les X-Men, je me disais, bon, ça y est, ils vont gâcher quelque chose qui était incroyable. Mais il faut que tu saches, les X-Men des années 90, il y a 5 saisons. Puis la cinquième, tu sais, chaque saison avait environ 22-23 épisodes de 20 minutes, là, tu sais. Puis la cinquième, je pense qu'elle en a juste 9 ou 10, gros max. Mais là, il y en a juste 9 ou 10 parce qu'ils ont vraiment comme coupé ça sec. Je pense que c'était une question de budget ou ben il y a des écrivains qui sont partis, en tout cas, ça marchait plus. Puis ils ont comme fini ça vraiment sec, dans le sens que il y a beaucoup de vilains qui sont là. T'as Mr. Sinister, qu'on n'a jamais vu dans un live action, mais qu'on a hâte de voir dans un live action. Mr. Sinister, qui est un des plus gros vilains des X-Men. T'as Apocalypse à ce moment-là, qui est encore vivant, qui fait des brouhahas, plein d'affaires. Puis la série se finit, genre. T'as la saison qui termine parce que Professeur X, il meurt un peu, mais son esprit est encore vivant, mais il envoie l'esprit dans leurs acolytes qui sont les, voyons, l'équipe des Shahar. C'est une équipe genre spatiale. C'est des mutants qui vivent comme dans l'espace, puis ont un vaisseau, puis tout. En tout cas, c'est plus comme une espèce de intergalactique, là, super-héros et tout. Ils sont pas vraiment notés comme des X-Men, mais ils travaillent souvent avec les X-Men. C'est un autre groupe de super-héros de l'espace. Puis eux, ils décident de prendre l'esprit de Charles Xavier pour, euh, pour la maintenir en vie parce ils ont la technologie pour. Mais c'est comme s'ils mouraient, autrement dit. Tu sais, les X-Men, avant de mourir, il dit bye à tous les X-Men. Puis c'est très nostalgique là, comme fin, c'est très triste. Mais ça finissait bien la série, dans le sens que, OK, Professeur X est mort, that's it. C'était lui le cœur du X-Men. Mais t'as toute l'espèce de tension de tous les méchants qu'il n'y a pas de fin à la histoire. Dans le sens que les 3 épisodes avant le dernier, ils montrent plein de trucs sur les vilains qui, on a hâte de voir par la suite comment ça va se finir, cette histoire-là. Finalement, il n'y a pas de conclusion à aucune des histoires. Mais là, Disney revient en 2024 avec X-Men 97. Puis là, tu revois certains vilains, justement, comme Mr. Sinister. Tu retrouves Mr. Sinister à son histoire. Tu retrouves les X-Men, dans le fond, où est-ce qu'ils ils sont depuis la dernière saison. Donc, c'est comme pour faire une suite, si tu veux. Rallonger la série. Puis ça, j'ai beaucoup apprécié parce que ils ont vraiment. Tu sais, c'est sûr, t'as comme pas le choix d'avoir au moins vu la dernière saison là, pour bien comprendre où est-ce qu'ils sont rendus. Quelqu'un qui connaît pas du tout les vieux X-Men des années, l'animation des X-Men des années 90, il y a beaucoup d'affaires qu'il ne comprendrait pas. Là.
il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup de personnages qui apparaissent, puis tu te dis, ah oui, c'est vrai, c'est que ce personnage-là, il est rendu telle place. Mais, fait que c'est pour ça, ben, tu sais, sur Disney+, il y a toute la série là, des X-Men. Ben, c'est pour ça que c'est une série qui a été faite pour les fans, puis c'est Beau DeMaio qui a fait la série. Je connais pas non plus. Je te vois hocher la tête, mais Beau DeMaio, je le connais pas. Puis même, je pense qu'il s'est fait renvoyer. Genre, avant que la série commence, il s'est fait renvoyer de Disney. On sait pas pourquoi, je sais pas. Ou bien il a démissionné, là, mais c'est pas clair. Mais tu sais que ce gars-là, il connaissait son sujet, puis il adore les X-Men, parce que pour vrai, tous les épisodes sont sur la coche, là. J'ai aucunement de critique négative à dire. Pour les fans des X-Men, comme moi, c'est sûr et certain que vous adorez la série. Pour vrai, c'était beau, c'était bon. Je t'avais déjà parlé là, de l'animation qui était on the point. C'était vraiment sick. Ils ont vraiment donné le rôle que Cyclops méritait, le rôle de chef des X-Men. C'est sûr, on le perd un peu vers la fin parce qu'il y a tellement de personnages dans les X-Men. Tu peux pas te fixer juste sur un personnage, mais son build-up de personnages, de character, tout au long des 10 épisodes, c'est vraiment génial. Cyclops, là, ils l'ont vraiment bien réussi, je trouve. T'as aussi Storm, que Storm, c'était comme la seule personnage que j'aimais pas son outfit. Puis, tu sais, elle s'est fait beaucoup critiquer là, sur les réseaux parce qu'ils ont donné comme le look Mohawk. Puis, comme son costume, elle faisait un peu tomboy bizarre. Puis, Storm, c'est comme la déesse tu sais, c'est la déesse de la nature un peu. Là, tu sais, elle contrôle la météo, tu sais, elle contrôle les éclairs et tout. Fait que c'est une déesse, tu sais. Fait que elle a toujours été représentée comme une femme, tu sais, sexy, on va le dire, mais comme, tu sais, une femme qui est fière d'être une femme, tu sais, puis une mutante. Mais là, dans cette série-là, au début, c'était un peu bizarre. Puis là, finalement, il se passe de quoi? Puis, pour vrai, ils ont touché dans le mille, tu sais, elle revient comme vraiment changée, puis elle est vraiment... Elle ressemble vraiment à la déesse Storm qu'on voulait voir, tu sais. Mais t'as tout le build-up de chacun des personnages qui sont vraiment bien représentés en 10 épisodes. Puis, tu sais, c'est sûr, les épisodes sont plus longs que les vieux épisodes, là. Chaque épisode dure au moins 35 minutes. Fait que ça te donne une petite idée. Puis le dernier épisode dure une quarantaine de minutes, là. Fait que ça vaut la peine de regarder. Mais j'ai vraiment aimé pour vrai. Tu sais, à partir là, de l'épisode 5, c'est un roller coaster d'émotions. Puis là, tu te dis, Colin, qu'est-ce qui se passe là? Puis tu sais, c'est violent, tu vois du sang, tu sais, ça se bat. Puis il faut pas oublier, je te l'ai déjà dit souvent, ceux qui nous écoutent depuis les 156 épisodes d'avant, vous le savez, les X-Men, c'est une tragédie, tu sais, c'est carrément une tragédie grecque. Il y a des morts, puis il faut qu'il y ait des morts, puis il faut qu'il y ait des pleurs, puis tu sais, c'est une famille qui se bat contre justement tout ce qui est les guerres raciales, les guerres, la diversité et tout, c'est les X-Men. C'est ça qu'ils représentent. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, il y a quelque chose qui va comme péter à un moment donné, puis c'est sûr qu'il va y avoir des morts, puis comme des pleurs ici et là. Moi, j'adore ça. T'sais. C'est sûr qu'il y a peut-être un personnage que moi, j'aurais enlevé parce que pas tant important, puis il sert à rien dans la série, là, c'est Morph. Morph, qui est un personnage un peu comme Mystique. Je sais pas si ça dit quoi, Mystique. C'est le personnage de la femme en bleu qui se change, tu sais. Jennifer Lawrence. Un peu Jennifer Lawrence, mais Rebecca Rumage, qui joue dans les premiers X-Men. Rebecca Rumage, quelque chose comme ça, son nom. Ben c'est ça, Mystique, elle, est pas tant. On la voit pas tant dans les vieux épisodes, puis même dans les nouveaux ici, on la voit pas du tout, là. Mais Morph, c'est un personnage des vieux épisodes qu'on a vu plus vers la fin de la série, je pense. Peut-être un peu au début, mais il faisait pas partie des X-Men vraiment, là, parce que c'est une merde, en fait, qui jouait des deux camps. T'sais, il allait vers l'Apocalypse, Mr. Sinister, là, il revenait dans le camp des X-Men. Là, il jouait tout le temps un double jeu, puis c'est un. Dans le fond, il a le pouvoir de se métamorphoser, puis en d'autres mutants, dans le fond. Fait que lui, il peut. Tu sais, Mystique, elle se transforme en quelqu'un d'autre, mais elle n'a pas les pouvoirs des autres. T'sais, elle fait juste comme avoir l'allure. Morph, lui, c'est pas très clair là, c'est quoi son pouvoir, mais il se transforme, mettons, en Hulk. Ben là, il va puncher, il va smash comme Hulk. T'sais. Fait qu'il y a un peu plus de pouvoir à quelque part. Mais c'est juste dans la série, je trouve,
il est comme vraiment inutile. Là, il est là pour un peu jouer. C'est un peu bizarre parce qu'il se transforme toujours en femme, comme Jean Grey, avec Wolverine. Puis c'est comme rendu le meilleur ami de Wolverine. Puis là, t'as comme un espèce de bro romance là-dedans. C'est un peu. C'est ça. Après, il était inutile dans la série. Mais deuxième saison arrive. Très hâte. Ça finit sur un cliffhanger incroyable. Puis je vous annonce ça. Là. Vous pourrez écouter la première saison avant que la deuxième sorte. Probablement l'année prochaine. Intéressant. Très intéressant. Très intéressant. Mais tout ça, là, je vous dis, à partir de l'épisode 5, ça pète, c'est incroyable. Donc écoutez ça, X-Men 97. Tu je reste dans le Disney Plus, dans le. Oui, vas-y. Ça, je l'ai mis Parce sur que ma j'ai. liste, j'ai hâte de le voir. Ça, c'est la prochaine chose qu'on va parler, là. Ça, j'ai hâte parce que j'avais beaucoup aimé ce qu'ils ont fait avant. Fait que- Oui. OK. Ben écoute, c'est ça. L'affaire qui arrive, j'ai été déçu avec Ah ça. ouais. Oui, c'est intéressant parce que là, je te parle de Star Wars, Tales of the Empire. J'avais énormément, puis tu parles, toi, de Tales of the Jedi. J'avais énormément aimé aussi. C'était vraiment incroyable. Tales of the Jedi, c'est 6 épisodes de comme 15 minutes, là, Ben là, c'est 17 c'est des minutes. courts-métrages plus que des épisodes, même, là, tu sais. Exact. Exact. Puis à chaque épisode, tu sais, c'est comme un build-up d'un character que tu connais bien, tu sais, quand tu écouté Clone Wars, quand tu écouté les films en tant que tel. Mais tu sais, tu plonges dans le passé, tu plonges dans le passé de Ahsoka, Mais tu sais, le Comte ouais, Dooku. le turn du compte de coup, c'est super intéressant, là. Oui, le Comte Dooku, puis tu vois voyons, Qui-Gon Jinn, jeune, tu sais, parce que c'est l'apprenant du Comte Dooku, puis avec Yoda, puis tout. Puis là, tu vois comme chaque parcelle des personnages. Puis ce que j'avais aimé, c'est que tu passes un épisode, mettons, c'est la jeunesse d'Ahsoka. Puis là, après ça, l'autre épisode, c'est Count Dooku. Mais c'est comme ils se chevauchent les deux personnages à chaque épisode. Puis ils avancent dans le temps, là. T'as des flash-forward pour voir, admettons, Ahsoka au moment de l'épisode 3, La Revanche des Sith, où est-ce que Anakin devient Dark Vader. Ben, comme c'est un peu avant, parce que là, t'as Count Dooku là, qui est mort avant qu'il devienne Darth Vader, mais tu sais, à ce moment-là, entre la guerre des clones puis l'épisode 3, la Revenge of the Sith, tu vois Ahsoka où est-ce qu'elle est, tu sais, avec Anakin, puis l'épisode d'après, tu vois le build-up de Count Dooku, tu sais, puis tu suis ces deux personnages-là, puis c'est vraiment incroyable parce que c'est deux épisodes, c'est deux personnages Jedi puis qui ont tombé un peu, tu sais, qui sont plus Jedi, dans le fond. Count Dooku est devenu Sith, Ahsoka est devenu un peu Grey Jedi, qui est comme un peu mitigé. T'es plus vraiment un Jedi dans ce temps-là. Mais j'avais beaucoup aimé justement l'espèce les émotions qui véhiculaient dans cette série-là. Puis tu sais, ça s'écoutait super bien. Fait que là, j'étais très curieux de voir Tales of the Empire. Un peu comme ce que tu as dit. Puis je m'étais fait des idées, tu sais, ça serait cool qu'il parle de tel personnage, tel personnage. Finalement, ça a tombé un peu à plat, je trouve, parce que t'as comme trois épisodes qui parlent d'un personnage plus ou moins, ben, je peux te le dire, j'ai aucune idée si tu vas savoir c'est qui, mais Morgan. Morgan, qui est une espèce de sorcière, difficile à dire un peu. Il faut que tu aies vu, pour la connaître, il faut que tu aies vu Star Wars Rebels. Je ne sais même pas si c'est dans Clone Wars, mais dans Rebels, puis on la voit en live action dans la série Ahsoka. Parce que vu que c'est comme la cinquième saison de Rebels. Puis, fait que c'est comme son personnage à elle, le build-up, comment qu'elle est rentrée dans l'Empire, puis un peu sa jeunesse, et qu'est-ce qu'elle a fait. Puis après ça, t'as trois autres épisodes d'un personnage que je connais zéro, là. J'ai aucune idée c'est qui. Je pense. Peut-être qu'on l'a vu dans Rebels, là, mais j'ai comme pas suivi vraiment. Puis c'est comme une apprentie Jedi que après l'Order 66, ben, elle se fait comme prendre par euh, voyons, j'ai oublié les noms. En tout cas, c'est comme trois, si tu veux, guerriers qui travaillent pour Dark Vader. Là. J'ai complètement oublié leur nom, mais ils ont un nom pour ça. Puis eux, dans le fond, ils vont prendre tous les apprentis Jedi, puis ils vont les faire comme tester, puis tout, pour savoir s'ils veulent devenir du côté de la Force. Puis là, ils leur mettent des idées dans la tête, comme quoi les Jedi sont mauvais, puis c'est eux le mal, puis il faut les tuer, puis tout. Puis là, elle se fait comme laver le cerveau, si tu veux, là-dedans. Fait qu'elle rentre dans ça.
Euh, cette part, ben, tu sais, l'animation est on the point, là. L'animation est vraiment belle. J'ai adoré l'animation. Mais moi, c'est des histoires, je veux dire. C'est-tu important? C'est-tu comme intéressant? D'un Ben, côté, tu sais, oui, c'est intéressant. Tu vois les parcelles de l'Empire, mais tu vois le commandant Throne qui vient chercher Morgan. Commandant Throne, je sais pas si tu vas le connaître, mais lui aussi, c'est comme le gros big vilain de Star Wars Rebels, qu'on voit aussi en live action dans Ahsoka. Mais, je trouvais, au niveau de l'histoire, là, surtout, c'était un peu. C'est pas ce qu'on voulait voir, en fait. C'est juste ça. ben, C'est tu pas sais, ce que je mettons m'attendais. dans Tales of the Jedi, j'ai l'impression que c'était des moments canons des personnages qu'on connaît déjà. Tandis que là, ben, tu me parles de personnages que j'ai aucune idée c'est qui, fait que comme ça, je m'en fous, là, tu sais. Ben, ben oui, puis c'est ça, tu sais. Dans le sens que même si Ahsoka, tu l'avais jamais vu dans un film, ben tu la connaissais quand même. Tu sais, dans Clone Wars, c'est une série complètement juste pour elle, tu sais. Mais là, t'arrives avec des personnages un peu mitigés, que tu sais pas trop c'est qui. Puis c'est le fun de voir l'Empire de l'intérieur, mais je veux dire. Tu sais, l'Empire, c'est qui, là? L'Empire, c'est Palpatine. C'est lui qu'on veut. Tu sais, moi, je m'attendais à voir l'histoire de Palpatine. Un peu comme ce qu'ils ont fait avec le Comte Dooku. L'histoire de Rey, savoir c'est d'où qu'elle vient Rey, là, tu sais. Pour vrai, ça aurait été vraiment intéressant de voir le build-up du personnage de Palpatine, même du temps qu'il était Jedi, avant même qu'il rencontre Dark Plagueis, parce que c'est Dark Plagueis qui l'a initié au côté obscur, puis toute l'équipe, puis l'Empire vient de là. Je comprends qu'ils ont voulu nous, nous immiscer dans l'Empire qui était déjà existant, mais ça aurait pu. Tales of the Empire, c'est comme un conte de l'Empire, d'où ça vient, le côté obscur, c'est carrément l'Empire. Fait que je trouve qu'ils l'ont manqué à un certain moment. Mais écoutez-le, ça s'écoute super bien. C'est comme Tales of the Jedi. T'as 6 épisodes. Ça dure environ une quinzaine de minutes là, chaque épisode. Puis c'est comme des petits courts-métrages. C'est le fun. C'est sympathique. Mais on dirait que tu me donnes pas le goût par rapport à ce qui s'est fait avant, ça m'écoeure. Oui, ben je suis désolé. Je suis désolé. Mais tu le vois dans les critiques aussi, dans les cotes. Ça a été moins bien reçu, mais l'animation est quand même là, elle est quand même juste, puis c'est le fun pour ça. En tout cas. Moi, je peux aller dans un registre complètement opposé, qui est Ouais, complètement vas-y d'autre donc. chose. C'est un film de Terrence Malick, que moi j'avais juste vu The Oui, Tree of Life puis Thin Red Line avant. Ce sont des films oui. assez différents, mais Terrence Ah, t'as Malick, pas c'est vu un. New Worlds? Non, j'ai pas vu Badlands non plus, j'ai pas vu. Ok, J'aimerais ça y voir, là. Je sais qu'il y a j'adore New Worlds. Son dernier film, il est sur Disney+, c'est Eden Tree, Eden quelque chose. Eden, ouais, Eden Life. Eden Life. Ça a l'air un peu comme Tree of Life, puis tout ça. Il y Ça a des ressemble films un très, peu. très spirituels. Puis, tu sais, je pense que Terrence Ben, Malick, Terrence c'est un Malick tourne chrétien, un là. peu vers le naturaliste, si je peux le dire, là. Ouais. Dans la sorte que, c'est des paysages, puis, de se laisser aller dans justement le moment présent. Puis, ben, je sais pas si Night of Cup, c'est C'est ça. ça. Ben, c'est une crise existentielle, tu sais. Dans le fond, Terrence Malick, c'est un chrétien, puis ça apparaît dans ses films, parce qu'il en parle Ouais, de Dieu, il parle de tout ça, tu sais, c'est la place de Dieu, puis de l'existence par rapport à Dieu, puis tout ça. Mais tu sais, même si tu crois pas à Dieu, je pense que tu peux apprécier pareil, parce que ben c'est pas oui. grave. Tu sais, c'est un film sur l'existence, puis tout ça, c'est intéressant. Tu sais. Je crois pas à Dieu, là, mais j'aime ça. Ben, Night of Crabs, Oh j'ai mon trouvé ça Dieu! correct, là. Quoi? Non, je crois pas à Dieu. Mais Night of Cubs, dans le fond, c'est un film qui est tourné avec une caméra vidéo, je pense. C'est très beau, mais tu sais, ça bouge beaucoup, ça permet ça. Je Ok. pense que c'est ça l'attrait du film aussi. Dans le fond, c'est Christian Bale, qui est un scénariste à succès à Hollywood, qu'il est en crise existentielle, il trouve plus sa place dans la vie. Mais c'est très, très, très flou comme dans l'histoire. Tu voles un peu dans l'histoire, il n'y a pas vraiment de structure claire. Puis c'est plusieurs de ses relations avec des femmes différentes à chaque fois. Donc, Nathalie Portman. Donc, c'est la dernière, je pense, Natalie Portman, mais c'est toutes des belles Bon. femmes en plus, c'est ça. Ben, un beau casting quand même, hein? Il y a beaucoup d'actrices. Kate Blanchett aussi qui est là-dedans. Oui, un beau casting. Mais il y a très peu de dialogue parce que c'est juste comme la narration de. On dirait que tu écoutes Batman parler tout Ouais. le long sur des images qui sont vraiment belles puis qui sont flottantes. Puis c'est ça. Puis, tu sais, le film est beau, le film est quand même. Il te fait réfléchir parce que c'est juste un gars qui essaie de trouver sa place dans la vie par rapport à tout, là, tu sais, par rapport à ce qu'il fait. Même s'il y a du succès, il y a comme des femmes avec lui, tout ça. Puis il est comme, hey, je sais pas ce que je fais, je suis comme pas tellement heureux, tout ça.
mais il y a comme pas d'histoire, puis je me suis emmerdé un petit peu à cause de ça, là. Mais tu sais, le film est très très beau, là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais tu sais, Tree of Life, qui était, à mon avis, phénoménal, les Gonna Pandore, Tree of Life, c'est largement supérieur à ça. Puis je pense que ça va un peu dans les mêmes thèmes de comme l'existence, puis de la crise Mhm. existentielle aussi, puis l'humanité. Tu sais, Tree of Life a une séquence aussi qui ramène à 2001, où est-ce que c'est comme le début de l'humanité qui mène à aujourd'hui, tu sais. Ouais. Ça, c'est intéressant, tu sais. Parce que The Night of Cups, c'est pas de ce niveau-là, mais ça reste une réflexion intéressante. Ben, je voyais, ben, moi j'ai vu juste un petit bout de film, puis tu sais, il était dans une espèce de party, tout, tu sais, c'est un Ouais. party guy. Tu Ouais, il sais, fait la est-ce que débauche tu pas vois, mal, hein. mettons, l'espèce d'engouffrement de Hollywood, puis de. Oui. Ben, c'est un gars Ça qui se t'a un peu noie. pensé à Babylone? Non, 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 non. C'est moins Ok. excessif que Babylone. C'est plus. Tu sais, Babylone, c'est vraiment t'es dans l'excès, t'es dans le party Ouais. tout le temps. Là, Mais c'est parce que ce que certaines tu me parles, séquences, tu là, sais. c'est drôle, mais tu sais, je veux pas non plus faire. T'as-tu tout dit pas mal ce que tu voulais sur Night of Cup? Ouais, ouais. Parce que moi, j'adore Terrence Malick. J'ai jamais vu ce film-là, complet. J'ai vu un petit bout. Mais j'adore Terrence Malick. Mais c'est vrai que ça a l'air de différencier pas mal de ses autres films, dans le sens que la vibe, c'est plus rave party, tu sais, Mais monde moderne. ça sonne plus film expérimental aussi, je pense, que qu'est-ce qu'il a fait C'est avant. ça. Mais c'est pas un film que je voulais jaser comme aujourd'hui, mais on pourrait en jaser parce que tu vas chercher des thèmes qui me rappellent beaucoup ce film-là. C'est la Dolce Vita Oui, de Fellini. Federico Fellini, Ouais. 1960. Puis t'as justement comme un journaliste à Rome qui est réputé, là, un grand Ouais. journaliste, qui fait juste. C'est un film de 3 heures, là. C'est 3 heures et quart, je pense. Puis c'est juste le journaliste qui erre toutes les nuits dans Rome, puis il est tout le temps comme invité dans des gros parties, puis avec toute la crème de la crème des acteurs, le cirque, les chanteuses, les danseuses du burlesque, puis tout, puis il fait juste toujours boire, puis comme il se réveille sous ben raide, puis comme il reconduit des femmes avec sa voiture, tu sais, super chic. Puis là, c'est au moment où ce que c'est long quand même, t'as comme 1 heure du préambule, là. Mais après ça, tu découvres que sa femme est comme est dans son appartement, puis elle fait des overdoses, genre de drogue. Puis là, à ce moment-là, il commence comme à se questionner sur la vie qu'il mène, puis sur le milieu dans lequel il patauge, puis. Mais il continue. Il continue de retourner boire, puis fêter, puis une des meilleures scènes du film, c'est à la fin, ben, peut-être dans les 50 dernières minutes, là, il rencontre son père. Son père est en voyage à Rome, puis il rencontre son père, puis il fait juste parler de, justement, de sa vie de couple avec sa mère. Puis il fait juste comme dire comment tu as réussi, tu sais, comment t'as. Puis la soirée finit que son père, il finit avec une des danseuses, puis finalement, il fait comme une espèce de crise de cœur, puis là, tu sais, c'est comme. Mais c'est vraiment juste de voir un gars fêter tout le temps, puis errer, puis juste être questionné sur fais-tu bien d'être là? Tu sais, c'est-tu normal que je fais ça? Puis à la fin, ben, la réponse est juste m'a continuer. Tu sais. Dans le sens que je suis déjà rendu là, m'a continuer. Puis ça me faisait beaucoup penser à Babylone un peu, espèce d'aller voir l'espèce de souterrain d'Hollywood. Tu sais, bon, on est dans les années 60 aussi, 50-60, puis tu descends dans les souterrains. Puis là, ben, c'était intéressant parce que tu étais à Rome, là. Mais Mais d'ailleurs, justement, Night of Cups me rappelait aussi de la grande beauté de Paolo Sorrentino, que je sais pas si tu as vu la Grande Bellezza. je l'ai pas vu, Mais par La exemple. Grande Bellezza, c'est un hommage à la Dolce Vita, justement. C'est un peu la même chose. C'est Ok. un auteur, journaliste, non, c'est un critique, je pense, d'art, qu'il est rendu à 60 que ans, puis là, il est blasé de le monde mondain de Rome, puis il dit c'est tout Ouais. hypocrite, puis tout le monde, ils font le party, puis comme, qu'est-ce que je fais, genre, pas me coucher le soir, puis tout ça. Et je pense que c'est un peu semblable à ça, puis c'est genre de crise existentielle-là, avec des filles, puis le party, puis comme des gens qui meurent à côté, puis là, comme, c'est vraiment en question, là, tu sais. Parce que, tu sais, moi, j'ai pas vu beaucoup de Federico Fellini, là. J'en ai vu un seul, autre, 8,5. Ouais, Qui est, ça pourrait être coté comme un chef-d'œuvre, j'imagine. absolument, 8, absolument. 8,5. Puis, mais tu sais, moi, ce que j'avais beaucoup aimé du 8,5, c'est toute la fantaisie autour du personnage, puis du monde dans lequel il. Tu sais, le monde du cinéma dans lequel il erre. Ben là, tu sais, on est comme un peu plus dans la réalité avec la Dolce Vita. Dolce Vita. Tu sais, t'es dans la réalité vraiment des gens du milieu culturel qui célèbrent à cette Ouais. époque-là. Tu sais, c'est 1960, tu sais, je veux dire, ça célèbre fort, là, mais tu fais juste errer. Il y a pas de fantaisie comme dans le 8,5. Il n'y a pas cette petite touche-là, mais c'est le même acteur, c'est Marcello Mastroianni. Mastroianni.
Marcello Mastroianni. Ouais. J'ai Oui. pas vu grand-chose Mais de je fait pense que à c'est part. comme son acteur fétiche dans pas mal de ses films, je Ouais, pense. c'est ça, j'ai cru comprendre, là. Mais ben, c'est ça, moi je l'ai vu sur Télé-Québec. Je sais pas s'il est sur l'application. Je l'ai comme tapé à télé, là, mais ça doit se trouver quand même Ça doit se trouver facilement, sur là. YouTube, je pense sûrement. Puis il est là sur Criterion Channel, Ouais. en tout cas, mais peut-être genre Canopy, YouTube, checker, là, c'est sûr que ça doit se trouver Ok. facilement. Tu sais, c'est un film de 60 assez connu, donc Oh, ouais, c'est c'est ça. trouvable. La Dolce Vita. Ouais. Puis Night of Cop. Toi, tu l'as vu où, Night of Cop? Je l'ai en DVD. Ok, Mais je je pense pensais. qu'il est sur Amazon Prime, mais je suis pas sûr. Hmm. Ouais. Puis La Grande Beauté, moi, c'est un de mes films préférés, La Grande Bellezza, c'est un de mes films préférés. Puis d'ailleurs, Paolo Sorrentino, il y a un film à Cannes, Partenop, qui a l'air vraiment génial, puis il a été En acheté ce par... moment? oui, en ce moment. Il a été acheté par A24 pour la distribution en Amérique du Nord. Fait que ça, on va le voir, ça va être le Ok. fun. J'ai bien hâte. Ouais. Tu voulais-tu continuer avec un film ou j'y vais? Oui, J'ai un gros bloc. il me reste un film. Fait que vas-y, puis je finirai avec mon film. Ouais. Parfait. Parce que là, moi, j'ai un gros bloc de tous mes derniers films que je vais te parler aujourd'hui, là. C'est un bloc Disney. On est très dans le Disney aujourd'hui, pour ma part, Ben. Puis je me suis fait, ben, en fait, toute la semaine, je me suis comme écouté un petit Disney ici et là. Puis tu sais, ça s'écoute quand même bien, là, Disney, film d'animation, là, je parle. Oui, vas-y. Bon, mais tu sais, Disney, c'est en chute libre Je depuis un an sais. ou deux, puis c'est ces films-là qui ont fait ça chuter dans le plomb. Fait que Ben, c'est c'est ça. Tu intéressant. sais, c'est comme. Il y avait beaucoup de nouveaux films que j'ai. Tu sais, moi, Disney, c'est Le Roi Lion. Tu sais, Disney, moi, c'est Life of Bugs. Bugs Life, excuse. La vie de bestiole. Mais ça, c'est Euh, Pixar, Bugs Life. ah oui, excuse, Pixar. Moi, Disney, c'est Peter Pan. Tu sais, moi, Disney, c'est Hercule. Moi, Disney, c'est The New Emperor. Un nouvel empereur, là. Mais, tu sais, les derniers. Tu sais, c'est ça. Il y a Pixar puis il y a Disney. Tu sais, moi, j'ai vu pas mal de. Je pense que les derniers Pixar, il me reste juste Lucas à voir. Je ne l'ai pas vu. J'ai vu pas mal des derniers Pixar. Ben, toutes, en fait, sauf Lucas. Mais les derniers Disney, je suis pas mal en retard, là. Tu sais, il y en a pas mal. Tu sais, j'ai jamais vu Frozen 2. Je sais pas s'il est bon. Mais bon. Je sais que ça avait fait un énorme succès là, quand c'est sorti, mais tu sais, il y a beaucoup de films des dernières années que j'ai pas vu de Disney. Puis il y a une raison à ça. T'sais. La raison, c'est que on dirait aujourd'hui, t'en vois un, t'es as toutes vues. Dans le sens que c'est toujours la même animation qui revient, puis les mêmes histoires aussi qui reviennent. Il y a moins de recherche, on dirait, dans la morale de l'histoire qu'on retrouve dans Pixar, mettons. Mais là, je me suis dit, OK, bon, ça y est, je vais me taper des Disney, un peu pour justement remplir ma liste de films de Disney. Oui, vas-y, Ben. Est-ce que c'est une paresse au niveau des scénarios, tu penses, qui fait ça? C'est comme trop des formules. Ben, je pense, ben oui, on est très près d'une formule qui marche, donc pourquoi la changer? Cette formule-là elle marche, on va y aller à fond. Mais tu sais, t'as comme. Bon, je vais te parler de. Dans les dernières années, là, c'est à peu près un film par année. Là, j'en ai deux qui sont sortis en 2021. Je vais commencer par celui que j'ai moins aimé, Ryan the Last Dragon. Raya et le dernier dragon. C'est pas que je l'ai pas aimé, là. C'est juste que je l'ai moins aimé que l'autre film, mais c'est un film qui était le fun. Moi, je suis un tripeux de dragons. J'ai toujours aimé les dragons depuis que je suis jeune. Puis c'est un film que j'ai toujours été curieux de voir, depuis sa sortie en 2021. J'avais juste pas pris le temps. Bon, oui, j'ai Disney plus, là, mais j'avais pas pris le temps de le voir. Puis, tu sais, il était bon. Tu sais, l'animation est vraiment belle dans ce film-là. Et vraiment, tu sais, c'est l'histoire de Raya, une jeune femme qui a appris à se battre avec son père parce que c'était comme les protecteurs d'une espèce de boule c'est une boule d'énergie créée par un dragon des siècles avant. Puis ça l'a préservé, si tu veux, une matière obscure qui a comme détruit l'humanité. Puis là, il reste comme juste 5 familles qui vivent. Puis là, toutes les familles autour, ils ont tout un nom de dragon. Là, comme Raya son père, c'était la terre du cœur de dragon. T'as la queue de dragon. T'as les dents de dragon, le dos de dragon. Puis je crois l'autre, c'est la griffe du dragon, si je me trompe pas. Fait que tu sais, c'est comme 5 familles qui restent. Mais là, toutes les familles se battent ensemble parce qu'ils veulent toute la dernière boule d'énergie qui reste. Parce que quand tu possèdes la boule d'énergie, c'est comme si tu régnais sur le monde. Puis là, bon, c'est comme ça se passe un peu dans le passé au début. Puis là, tu vois que la boule explose. Puis finalement, la masse maléfique est revenue. Puis là, c'est comme des
monstres, là, puis là, ça transforme les gens en pierre. Puis, fait que là, les survivants s'enfuient, puis Raya a grandi dans ce monde-là, tu sais. Fait que elle, son but, c'est de retrouver toutes les boules de pierre, d'énergie pour, tu sais, re-sauver la Terre, si tu veux. Fait qu'elle elle interpelle le dragon Suzu, le dragon ultime. Puis, tu sais, moi, je trouve, là, le dragon arrive, tu sais, puis là, c'est une femme dragon, puis, tu sais, elle est super drôle, elle est comique. Ça met beaucoup de peps dans le film. Mais je trouvais que c'était exactement comme Mulan. Tu sais, Mulan avec Mushu, qui est comme un peu le dragon spirituel de Mulan, qui vient l'aider, tu sais, avec toutes ses affaires. Ça fait longtemps que j'ai vu Mulan, là, mais il me semble que c'était ça, Mushu. Puis tu sais, Mushu était super drôle, puis, tu sais, il ressemblait à un dragon, tu sais, c'était le fun de le voir, puis tout. Là, comme, le dragon, tu sais, tu vois Suzu, là, la déesse des dragons, puis tout, mais elle est comme trop gentille, comme trop fine. Tu sais, on dirait pas un dragon pour moi, là. On dirait juste un espèce de renard qui vole dans le ciel, puis c'est un peu bizarre, parce que c'est comme poilu, tu sais. Puis là, elle se transforme en femme, puis là, tu vois qu'elle elle peut prendre une personnalité de femme, puis tout. Mais tu sais, le film, il est le fun. Tu sais, t'as des t'as des très bonnes scènes d'action. Tu sais, c'est rocambolesque et tout. J'ai rien à dire pour ça. C'est juste que c'était une histoire vraiment classique là, de Disney. Tu savais qu'à la fin, elle allait sauver le monde et tout. Là. Fait que, tu sais, j'ai été moins intéressé par la suite. Mais j'avais regardé un film avant ça. En fait, le premier film que j'ai regardé de mon marathon Disney, c'est Encanto. Oui. Encanto qui est sorti en 2021 aussi. Pour vrai, j'ai vraiment eu beaucoup de fun dans ce film-là. J'ai rien à dire, là. Tu sais, c'est une histoire très simple. Puis, tu sais, il y a comme aucun antagoniste dans ce film-là, vraiment, là. Oui, vas-y. Ça avait-tu gagné le score de la meilleure chanson, Nintendo, me semble? C'est une bonne question, je ne me rappelle pas. Je sais que sa chanson a été très populaire. Laquelle, je peux pas te le dire, mais les chansons sont très bonnes. Toutes les chansons du film, en fait, sont vraiment bonnes. Euh, L'animation, super belle. Puis, tu sais, dans le fond, l'histoire, en gros, c'est la grand-mère que quand elle s'est comme échappée de son village avec son mari il y a plusieurs années auparavant, elle s'est comme échappée. On se retrouve un peu en Colombie, là, je ne sais pas trop où, là, mais c'était comme un peu c'était un peu tu sais, les Anglais tu sais, qui sont venus envahir leur peuple et tout. Puis son mari s'est fait tuer, mais là, elle a comme prié un dieu. Puis là, il y a une chandelle qui s'est allumée, puis elle a donné des pouvoirs à l'endroit où elle se trouvait. Puis là, elle, toute sa génération, toute sa famille ont tous des pouvoirs magiques. Fait que, mettons, la mère de Isabella, qui est la protagoniste du film, sa mère, tu sais, elle fait des muffins, puis ça guérit les gens, tu sais, mettons un bras cassé et tout. Fait qu'ils ont comme bâti un village autour de leur maison, parce qu'il y a une maison de la famille Madrial, il y a une maison magique. Fait que la maison est comme vivante. Fait que, tu sais, ça rajoute un peu. Ça ressemble un peu à La Belle et la Bête, tu sais, quand les tasses se revolent pis tout. Puis, tu sais, là, t'as l'histoire d'Isabella qui est la petite fille de la famille, qui, elle a jamais reçu de pouvoir. Tu sais, la maison, elle a jamais voulu donner de pouvoir à elle, puis ils savaient pas trop pourquoi. Puis, tu sais, encore là, à la fin, c'est un peu flou, tu sais pas trop pourquoi. Mais tu sais, c'est très touchant à la fin. Puis elle, dans le fond, son but, c'est de trouver. Parce que là, la maison perd son pouvoir, puis il y a comme une prophétie à travers ça. Puis son but à elle, c'est de trouver justement la raison pourquoi tout le monde perd ses pouvoirs, puis comme la maison a plus de vie, puis tout. Puis c'est un peu. Moi, j'ai vu. La morale de l'histoire, c'est un peu, tu sais, de trouver le bonheur dans un grain de sel, tu sais, dans le sens que t'as pas à avoir des milliers de pouvoirs pour être heureux. Il faut juste qu'on s'aime ensemble. Mais c'était moins recherché quand même de Pixar, là. Ben, j'ai beaucoup aimé, tu sais, c'est un film vraiment le fun, puis je comprends que ça attire les enfants, tu sais, les musiques sont super belles, puis tu sais, t'as même pas d'effet tant magique que ça, tu sais, c'est pas comme Raya and the Last Dragon, où est-ce que t'as des vilains, puis t'as le gentil, puis tu sais, ça se bat, puis comme, tu sais, c'est d'aller chercher justement l'excitation du film dans le dialogue, puis tu sais, dans les écrits et tout. Mais là, ça a été mon erreur, parce que c'est le premier film que j'ai regardé. Puis après ça, ben là, j'ai regardé les deux derniers films qui sont sortis. Donc en 2022, tu as Strange World qui est sorti. En français, c'est Avalonia. Avalonia est le monde magique ou quelque chose comme ça. Euh,
me suis très, très, très ennuyé durant ce film-là. Puis moi, en plus, j'étais intéressé de voir ce film-là parce que l'annonce, je sais pas si tu t'en souviens, mais l'annonce, il présageait un peu un film qui était basé sur des vieux films des années 40, 50, sur la science-fiction de ces années avec les monstres. Puis tout, c'était filmé un peu en noir et blanc, un peu comme Ed Wood Oui. de Tim Burton. Mais tu regardes ce film-là, puis c'est pas du tout ça. Là, c'est comme une famille exploratrice, puis le fils, il veut pas ressembler à son père, qui est comme un explorateur. Puis là, son père, il va seul explorer le monde, puis finalement, il est comme perdu, on le pense mort. Puis des années plus tard, ben, le fils, avec sa famille, sont rendus fermiers, puis il se retrouve, en tout cas, il se retrouve dans la terre elle-même, là, où est-ce qu'il a cultivé sa terre, puis tout. Puis c'est comme un nouveau monde qu'ils ont trouvé. Mais là, ils s'en vont au cœur de la terre, si tu veux, là, puis tu sais, ils trouvent plein de monstres un peu bizarres. En tout cas, j'ai même pas compris le film. Je sais même pas qu'est-ce qu'il faisait là, pourquoi il était là. C'est juste de mettre des couleurs sur des dessins, puis je trouve ça un peu ridicule comme film. Ça m'a fait un peu penser à. Voyons. Le film. Ben non, c'est du Pixar. Dinosaure, là, tu sais, le petit dinosaure. Là. The Good Dinosaur. The Good Dinosaur. Je trouvais que c'était un peu, faire un film. Ok, oui, les bébés aussi, ils ont besoin de films, là, que c'est juste des dessins animés en couleur, mais les fans de Disney, on peut-tu juste avoir un bon film, sick? On peut-tu juste avoir un bon film? Mais bref, Strange World, il y a quand même de l'action, là, c'est le fun, mais je veux dire, on dirait aussi, là, ben là, ça, c'est une critique assez mitigée, là, que je vais faire, mais, on dirait qu'ils se sont trop forcés à mettre de la diversité dans ce film-là. Parce que là, le fils, dans le fond, le fils, le protagoniste du film, il est marié à une femme noire, puis là, leur enfant, il est mulâtre, puis en plus, il est gay, tu sais. Fait que là, il parle plus de ça avec son grand-père. Ah oui, mais je l'aime, là, je sais pas comment l'approcher. Puis là, son grand-père, il dit, ah, ben, tu pourrais lui dire. Tu sais, le grand-père, là, il arrive des années 50. Oh, il est perdu dans ce monde-là depuis les années 50, puis c'est comme si c'était normal pour lui, tu sais. On le sait, là, que dans les années 50, la normalité, c'était pas ça, tu sais. Fait que c'est un peu, tu sais, de dire, prendre les gens un peu pour des épais, puis dire, ah, c'est vrai que le grand-père, il agit normalement. Fait ben, tu sais, moi, tu sais, c'est correct, là, aujourd'hui, j'ai pas de trouble à ça. Tout le monde le sait que la diversité existe et tout. Mais le film, je trouvais ça un peu trop facile, tu sais, de dire, ah, on va faire comme si c'était normal, puis, tu sais, le grand-père aurait dit de quoi, ça, c'est sûr. Mais bref. Je Ça, sais c'est que les critiques ont comme plongé parce que les gens étaient pas contents de ça parce que c'est des cons, là, mais. Oui, mais tu sais, c'est ça. Dans le sens, moi, ça me dérange aucunement là, que le fils soit gay et tout, mais apporte quelque chose à l'histoire Ouais. à travers ça. Je veux dire, pourquoi tu te concentres là-dessus plutôt que d'écrire un bon scénario? Puis, en tout cas, les dialogues étaient mauvais. Mais là, après ça, je me dis, ah, je vais me consoler avec la Le- nouveauté de cette année. Wish. Hein? C'était-tu pire encore ou c'était moins pire? Ben, pour vrai, c'était moins pire, je trouve, que Strange World. Mais, en fait, je l'ai écouté avant Strange World. Ouais, c'est vrai. Mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'il n'y a aucune esthétique d'histoire dans ce film-là. C'est juste. C'est un romancier de pacotille de. La fille. C'est un monde. C'est un monde où est-ce que le roi. C'est un royaume, en fait, là, où est-ce que le roi. C'est comme un sorcier, puis il a le pouvoir de faire apparaître les souhaits. Il arrache comme les souhaits des gens, puis il dit ah, ceux qui vont être choisis, ben, je vais pouvoir réaliser leurs souhaits, puis tout. Puis dans le fond, il n'y a jamais personne qui a appelé, puis là, les gens trouvent pas ça bizarre, en tout cas. Mais il y a Asha. Asha, qui est la protagoniste du film, que elle, son grand-père, ou un vieux bonhomme, en tout cas, qui l'a élevé, elle veut que son rêve, son souhait soit réalisé. Puis là, elle a comme l'opportunité de travailler pour le roi. Fait que là, elle dit ah, mais vu que je travaille pour vous, vous pourriez peut-être exaucer son souhait. Puis là, lui, il regarde le souhait du vieux, puis il dit ah non, c'est inutile de faire ça, je le ferai pas. Fait que là, ça met Asha en colère. Puis Asha, elle va se faire renvoyer par le roi parce que là, elle y a parlé bête. Fait que là, elle, avec ses amis, ils vont tout faire pour aller voler les souhaits et remettre la joie dans le royaume.
Puis là, à travers ça, t'as comme la petite étoile des souhaits qui descend vers elle, puis elle va l'aider. Puis c'est comme un petit personnage vraiment cute, puis la petite étoile des rêves. Mais tu sais, l'histoire, pour moi, elle m'a rien fait pantoute, là. J'ai vraiment pas accroché, puis je me suis un peu endormi aussi, j'avoue. Mais là où je félicite Disney pour Wish, c'est l'animation. L'animation, c'était un peu rafraîchissant. Ils ont été chercher une animation un peu. Tu sais, moi, je trouve, depuis Frozen, on dirait, l'animation ressemble beaucoup à celle de Pixar. Tu sais, oui, Disney, il y a toujours eu un peu plus de réel là, dans leur animation 3D, mais je trouve que tous les personnages se ressemblent. Tu sais, Pixar. Bon, c'est sûr que Pixar, c'est souvent plus des animaux, des trucs comme ça, là, mais des démons, des monstres. Mais je trouve que les personnages humains de Pixar ont toujours eu leur espèce de connotation Pixar, tu sais. Tu sais, tu regardais, mettons, Toy Story, bon, Buzz, c'est pas un vrai humain, mais tu sais, il y a comme l'aspect Pixar, je sais pas trop. Mais je trouve que l'animation 3D de Disney, c'est devenu un peu Pixar. Puis là, je trouvais avec Wish, il allait un peu patauger dans le 2D mélangé avec du 3D. Tu sais, les traits sont vraiment gros des lignes. Tu vois vraiment comme l'aspect 2D là, qui est comme mis en abîme. Vas-y donc. Mais tu sais, c'était les 100 ans de Disney aussi. Peut-être que c'était une manière de comme boucler tout ce qu'ils ont fait aussi, une manière d'animation pour rendre hommage aux Ouais, 100 ans peut-être, de mais, tout ça. mais à Strange World, c'était aussi le 100 ans. Je pense qu'ils Ok, ont topé le 100 ans en 2023, si je ne me trompe pas. ok. 22, 23. Fait que. Ouais, c'est vrai, Wish, c'est 2023, excuse. Strange World, c'est 2022, puis Wish, c'est 2023. J'ai dit cette année, mais. Non, cette année, je pense que c'est Elio qui sort. Il était pas repoussé celui-là, genre 2025, il me semble. Ah, peut-être. Ouais, OK. je Ben, sais il n'y pas, aura je pas sais de pas, film de bord en 2024. En tout cas, je sais bref. pas. Elio, c'était pas Pixar? Non, c'est ça que je pensais aussi, mais je pense que non. Parce que là, Pixar, ça va être Inside Out dans 3 semaines, genre. C'est vrai. Pixar, c'est Inside Out. Ouais. Ça va être bon. Mais tout ça pour finir avec Wish, que oui, c'était rafraîchissant. J'ai aimé ça, tu sais, l'espèce d'effort qu'ils ont mis dans l'animation qui est plus cool, plus différente. Mais j'ai quand même pas tant trippé sur l'animation. Je trouvais ça un peu dessin d'enfant, bizarre. Mais c'est ça. Je... Ben justement, tu parles du 100 ans, puis l'intro Disney, c'est vraiment ce que j'ai retenu là, de ces deux derniers films-là, là, Strange World puis Wish. J'ai vraiment beaucoup aimé l'intro de Disney, tu sais, le logo Disney, là, Disney 100, c'est vraiment cool. Parce que tu suis vraiment la fille Clochette sur la rivière, elle monte par-dessus les maisons, puis là, elle fait le tour du château, puis là, t'es Disney, 100. C'est vraiment beau, j'ai adoré. C'est là. Ouais, bref, Wish, ben, tu sais, les enfants vont aimer ça. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que moi, je suis un peu difficile, je suis rendu un vieux. J'adore le Roi Lion, bon. Mais, tu sais, les enfants, Mais, ça l'aime tout, hein. Fait que. ouais, mais tu sais, comme Le Roi Lion, aujourd'hui, même si c'est un film pour enfants, disons, le scénario est tellement flou, tellement bien ficelé que tu le regardes à 30 ans, puis à 20, Ah, 20 ben quelques ans, oui, c'est encore 100%. malade, là, c'est super bon, là, tu sais. Fait que c'est des paresses de scénario, d'après moi, ce qui se Ouais, passe, ouais. là, tu sais. Mais tu sais, on a toutes nos préférences aussi. Tu sais, moi, j'adore Atlantique. Tu sais, Atlantis, le royaume perdu. Tu sais, c'est comme. Tu sais, ça serait un film, tu sais, je te l'ai toujours dit, tu sais, ça serait un film à mettre en live action, tu sais, tellement que c'est cool. Euh, mais ça, il y a un live action qui s'en vient. Je pense que c'est Lilo et Stitch en live action. Je sais pas Oui, trop quand mais est-ce que ça va sortir, Moana 2025. aussi, Moana. Moana aussi, ça jase, ouais. Ben, c'est ça qui est bizarre, c'est que ça jase de Moana en live action, puis un Moana Moana. 2. Fait que là, c'est comme branchez-vous, là, tu sais. Faites un live action ou ben. Mais ça, je suis moins confiant, tu sais, Moana. C'est comme, pourquoi faire en live action déjà? Tu sais, surtout que sûrement que The Rock va reprendre son rôle, tu sais, mais. Ouais, vas-y. Pourquoi faire un remake en live action tout court, point de n'importe quoi, Ben, si c'est c'est tellement ça, c'est de la c'est ça. merde, tu sais. Non, mais tu sais, admettons, Lilo et Stitch, OK, sorti quoi, en 2003. Ça fait 20 ans, tu sais, all in, Stitch, faites-moi. Puis moi, j'adore Lilo et Stitch. C'est écœurant comme film, je l'aime. Mais, tu sais, le Stitch, de le voir en live action, tu sais, Stitch, c'est devenu vraiment une figure comme. On le reconnaît. Tu sais, moi, quand j'étais allé à Disney, là, il y a 2 ans,
il y avait beaucoup de Stitch là, partout, plus que Goofy même. Tu sais, moi, je cherchais une casquette avec Goofy dessus, mais je voyais juste Mickey ou Donald. Fait que Goofy est comme pris le bord un peu, mais tu sais, je voyais plus de Stitch que de Goofy. Tu sais, ça veut dire il a pris une position tu sais, dans l'univers Disney. Puis moi, j'ai hâte de le voir en live action, mais effectivement, je suis ton bord. Tu sais, pourquoi faire des live action? Tu sais, en décembre, t'as Mufasa. Ah oui, c'est ça. Le prochain live action, c'est Mufasa. Ouais. Tu sais, c'est comme. Tu sais, j'applaudis l'effort de faire une histoire qu'on n'a jamais vue. C'est ça, j'applaudis ça, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Ouais. Peut-être que non, tu sais. Mais tu sais, moi, le Roi Lion qu'ils ont fait en remake, je l'ai pas regardé parce que je n'ai rien à foutre. Puis je me dis, je vais regarder le premier à la place, puis c'est plus intéressant. Ah Ben oui? là, j'ai pas aucun intérêt pour ce film-là, mais c'est Barry Jenkins qui réalise. Fait que je suis comme, ah Oui! ben fuck, Barry Jenkins, je l'adore. Fait que j'imagine qu'on fait quelque chose de bon, puis ça va peut-être me tenter d'aller le Hey, voir à cause de hey. ça. Tu sais. Tu sais, j'imagine qu'il y a de quoi derrière la cravate, là, tu sais, de ce film-là. Pour qu'il y ait eu le go aussi de faire un film comme ça, c'est qu'en tout cas, ben, en même Ouais. temps, ouais, ça reste Disney, là, ils font tout. Ben, tu sais, Bob Iger, le grand dirigeant de Disney, a dit tu sais, que, tu sais, autant que les trucs de Star Wars que Marvel et tout, tu sais, ils prennent leur temps maintenant. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais tu sais, comme Marvel, il a dit, ah, on va faire 2 films par année, peut-être 3 gros max. Même chose pour les séries. Ben là, tu tu te retrouves avec 3 films puis 3 séries. Tu sais, c'est quand même 6 éléments, là, incroyable. Mais oui, Disney, écoutez ça, Disney+. Gratuit quand vous payez. Ben, je peux finir avec mon dernier film qui est complètement autre chose encore. Je sais pas si tu connais Miranda July. Non. C'est une cinéaste américaine indépendante que je connaissais de nom parce que, mettons, dans les films de Sophie Bédard-Marcotte, elle en parle souvent. Puis dans son dernier film qu'elle a fait, c'était LA Time. Puis le but, c'était de l'autofiction. Puis c'est un genre de documentaire qui s'en vont à LA pour essayer de rencontrer Miranda July. Finalement, ça marche jamais, tu sais. Fait que je la connaissais de nom, mais j'avais jamais vu ses films. Je savais pas vraiment c'était qui. Puis j'ai regardé son OK. premier long métrage en 2005 qui s'appelle Me and You and Everyone You Know, qui joue dans les thèmes un peu de Noah Baumbach, de relations familiales, de divorce, des affaires comme ça, tu sais, les compliqués, puis genre des gens qui essaient de faire à travers ça, comme un peu Squid and the Well. On s'entend que Oui. ça n'a pas la finesse d'écriture de Noah Baumbach parce que c'est un génie, mais c'était très bien. Dans le fond, c'est le père qui est joué par John Hawkes, que je sais pas si tu connais John Hawkes, mais je vais le Ben noter oui, John ici. Hawkes. Qu'est-ce que c'est d'acteur, ça, des années 90? Sous-estimé un peu. Lui ici, là. Oui. C'est ça. Ben lui, il était un peu plus, ben, dans les dernières années, là, on a vu un peu plus son visage parce qu'il y a eu quand même un rôle important dans le film Headrest, qui est sorti, Je sais pas. je crois que c'était 2015, je pense, Everest. C'est l'histoire de, tu sais, un groupe là, qui monte Ouais. l'Everest. Puis lui, il jouait un prof que, tu sais, il montait l'Everest. C'était comme, je pense, la 5e fois qu'il essayait. Puis, tu sais, il a comme reçu tout plein d'argent parce que tous les enfants voulaient qu'il aille, tu sais, monter l'Everest pour lui. Puis, finalement, il est mort, là, cette personne. C'est une personne réelle. Il jouait bien dans ce film-là. Mais dans le film, il est super bon aussi, puis il joue le père qui, au début, il se divorce avec sa femme, puis il a 2 enfants, puis genre, il vire fou, puis il se met la main en feu, genre, il met du gaz sur sa main, puis là, sa main pogne en feu, puis tout ça, puis il essaie de l'éteindre, tout ça. Puis c'est ça, il essaie de composer avec le divorce de son mariage. Ses enfants essaient de composer avec le divorce aussi, puis les enfants, ils sont comme sur un genre de MSN chatroulette, puis ils parlent avec quelqu'un qui ne savent pas trop c'est qui, puis là, le petit gars, il a genre... Chat roulette en cam, là, comme? Non, en chat, là, il y a un chat écrit. OK, parce que chat roulette, me semble, tu sais, c'est comme Omegle un peu, là. Il y avait Ouais, comme deux ouais, ouais. cams à un moment donné. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, c'est pas de chat roulette d'abord, mais en tout cas, un chat avec du monde qu'ils connaissent pas vraiment. Puis c'est un petit OK, gars de 6 ans, puis l'autre, il a. Ben, je sais pas si 6 ans, mais en tout cas, il est jeune, puis l'autre, il a peut-être 50 14-15 ans. ans, tu sais, 14-15 ans. Puis là, le petit gars, il dit, il écrit à quelqu'un qui sait pas c'est qui, puis il dit, on fait un back and forth, je vais te chier dans les fesses, puis là, ça va prendre la merde, puis ça va me chier dans les fesses indéfiniment comme ça. Voyons, C'est tabarnak! comme que c'est ça, cette affaire-là. Fait que là, il s'envoie genre des messages cochons, mais c'est un petit gars de 6 ans qui écrit des affaires avec quelqu'un qu'on sait pas c'est qui, puis au fur et à mesure que ça avance, on va Voyons! savoir ça va être qui cette personne-là. Tu sais. Puis à travers ça, tu as Miranda July qui joue une fille, elle joue dans son film. C'est une genre d'artiste un peu pété qui essaie de faire de l'art visuel un peu, puis elle est perdue. Puis elle tombe en amour un peu avec John Hawkes, qui est le père. Hmm. Puis en fond, c'est une comédie romantique assez classique où est-ce que c'est comme Ouais, deux ouais. âmes perdues qui essaient de se trouver puis tout ça, mais à travers des difficultés de relations de chaque côté, là, tu sais. Mais tu sais, je trouve, John Hawkes, tu sais, il a un visage drôle. Tu sais, moi, à chaque fois que je Ouais. le vois, tu sais, il est drôle, mais
Tu sais, il a joué dans beaucoup de films, tu sais, d'horreur. Tu sais, moi, je pense à lui dans. C'est lui qui se fait tuer par Tarantino au début de La nuit la plus longue. Ok, je sais pas. Je Ok, sais pas vu. t'as pas vu le film de Robert Non. Non. Rodriguez? Ok. Mais tu sais, lui, il joue un commis, tu sais, il est juste là, un commis, mais tu sais, les années 90, là, il a joué dans plein de films, début 2000 aussi. Puis tu sais, il a souvent un petit rôle, tu sais, juste au début du film. Soit il se fait tuer, ben c'est juste comme un second rôle de passage, là, mais Ah, il y il a est toujours beaucoup de comique, je trouve, films, là. son visage. Ouais. Un gros nez, en plus un long nez pointu. Ben, tu sais, il On est dirait super bon dans Gobelet le dans ça, les film. gobelets. Il est super bon dans le film. Tu sais, c'est un film qui est drôle. Puis, Tu sais, c'est pas de la grosse comédie, mais c'est juste assez de petites touches d'humour à gauche à droite qui m'a fait très rire. Puis, tu sais, c'est un jeune de 14 ans qui découvre un peu de la sexualité avec deux filles, puis tout ça, puis ça a des expériences, puis c'est comme juste un passage à une autre affaire, puis essayer de faire le deuil d'une relation qu'ils ont perdue, puis de hmm. leur mère qui est comme là, mais que ça va pas bien, là, tu sais. Ça, tu l'as vu sur quelle plateforme? Il est sur Criterion Channel, puis il est sur Mubi, les deux. Ok, Peut-être qu'il est sur une autre intéressant. affaire gratuite, Tubi ou quelque chose comme ça, Elle a là, fait mais quoi d'autre, elle? son dernier film, c'était Cagillionnaire, que je sais. J'ai pas vu les autres films. Je sais qu'elle a Ah, fait Cagillionnaire. Ouais, Cagillionnaire. ça me dit quoi, ça, Cagillionnaire? Mais sinon, C'est un peu je connais pas époque d'autant. Rocco, là. C'est 2020 son dernier film, Cagillionnaire. Ses autres films, c'est des fois que je connais pas, j'ai aucune idée. Je suis curieux de voir ce qu'elle a fait d'autre, parce que si elle a une vibe assez intéressante, elle a l'air un peu flyée, Ouais, là. ben oui. Cagillionnaire, c'est ça. Ah oui, ok. Non, c'est pas ce que je pensais. En tout cas, Intéressant en motadine. Miranda July, à découvrir. Genre, j'essaie d'en voir d'autres, là. Yes. Ça fait le tour. Khalid, ça fait le tour certain. Qu'est-ce qu'on regarde pour la semaine prochaine? Mad Max. Mad Max, effectivement. On se fait un marathon Mad Max parce qu'il y a Furiosa! Furiosa! Un Mad Max C'est saga des qui. très bonnes et très bien reçues à Cannes, Furiosa. Ah Fait oui, oui, que oui. je suis assez intrigué. T'as-tu vu le meme parce que Chris Hemsworth qui essaye de juste arrêter d'applaudir, là? Ça fait 6 minutes Oh que non. vous applaudissez. Là, il y a eu comme plein de critiques. Ah, les ovations à Cannes, c'est beaucoup trop long. Et Christy, Non, non, on non. vous félicite pour votre travail, acceptez-le. C'est jamais trop long. Euh, exactement Mad Max. Moi je vais te parler aussi d'une petite portion d'horreur avec The Strangers, Chapter 1. Ah, il paraît que c'est pourri, là. Ouais, je l'ai vu, c'est pourri. C'est vraiment pas un très bon film. Euh, Ça vaut tu sais, ça vaut même pas le cinéma, là, je te dirais, mais ça vaut le cinéma mardi, là, pas cher, là. C'est quand même rendu cher le mardi, mais c'est moins cher, tu sais. Euh, Puis, je te parle de ça. Tout le genre de film aussi, j'ai plusieurs films en tête que je vais peut-être jaser là, qui sont ressemblants un peu à The Strangers. Puis, je vais t'avoir un bloc d'Austin Hoffman incroyable. Demain, sur le Crayon Channel, il sort Les Herbes Sèches de Nuri Bilge Ceylan. C'est un film turc qui Ah, était à Cannes l'année dernière, qui a gagné un prix ouais. d'interprétation féminine, qui a l'air super bon. C'est le film de l'année de Pascal Plante en 2023. Hmm. Fait que je vais peut-être prendre le. Ça dure 3h20, je sais pas si je vais avoir le temps, mais en tout cas, on va essayer. Ben, Christy. T'as d'autres nouveautés au cinéma là, en ce moment. T'as If de John Il paraît que c'est Krasinski. bien, If, il paraît. Ouais, de John Krasinski avec Ryan Reynolds. Puis t'as aussi Back to Black. Ça a l'air pourri, celui-là, ça a l'air épouvantable. Ça a Ça, l'air genre ben, moi, d'une je connais pas rom-com la chanteuse dégueulasse, là. Winnie Winehouse. Je la connais pas de tant. Ben, sûrement, je reconnaîtrais sa musique, là. Mais ça a l'air assez ordinaire comme biopic, là. Ben, je pense qu'elle est ben, elle s'est tuée, dans le fond, là, mais Et ouais, mais ça a l'air je connais pas du romancé tout pas son mal, ouais, histoire. c'est ça. Mais elle s'est tuée à 27 ans, puis Ah, ça a l'air ok. super romancé, puis elle était comme. Il y a des choses toxiques dans sa vie que ça a l'air que c'est pas trop dans le Ouais. film, là, fait que c'est bizarre. Ouais, ben, écoute, 27 ans, hein, c'est l'âge Ouais, mythique. ouais, Mystique, excuse. L'âge mystique des célébrités qui meurent, tu sais. ouais. Fait que, Christy, ben, ça fait le tour pour le podcast. Qu'est-ce que tu regardes cette semaine?